Lors de son investiture comme 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump a signé une série de décrets exécutifs visant à remodeler la politique américaine sur plusieurs fronts. Voici d'ailleurs un aperçu des mesures les plus significatives. Tout d'abord, l'immigration et la sécurité des frontières. En effet, Donald Trump a ordonné le déploiement de troupes supplémentaires à la frontière sud des États-Unis d'Amérique. Il a rétabli ce qu'on appelle le Remain in Mexico. C'est un programme obligeant, juste pour synthétiser, les demandeurs d'asile aux États-Unis d'Amérique à attendre au Mexique, et cela pendant que le traitement de leur dossier se fasse. Il a également tenté, toujours sur la même lancée, de révoquer le droit du sol, une mesure qui d'ailleurs a été rapidement bloquée par un juge fédéral de l'État de Seattle. Et puis sur la politique étrangère et la défense, parmi les premières actions de Donald Trump, on note le retrait des États-Unis d'Amérique de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, et de l'accord de Paris sur le climat. Souvenez-vous, cet accord plutôt contraignant, et cela pour lutter contre le réchauffement climatique. Il a également ordonné la réduction de 20% des troupes américaines stationnées en Europe, ce qui fait environ 20 000 soldats. Tout en demandant notamment aux pays européens d'augmenter leur contribution financière pour le maintien des forces restantes. Et là, nous sommes bien évidemment dans ce que l'on appelle l'Alliance Atlantique, ou si vous préférez, l'OTAN. Et puis également au nombre de ces décrets signés par Donald Trump dans la foulée de son investiture en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique, il y a l'énergie et l'environnement. En effet, Donald Trump a annulé plusieurs politiques environnementales de l'administration précédente, c'est-à-dire celle de Joe Biden, notamment les restrictions sur le forage pétrolier, mais également le mandat sur les véhicules électriques. Ce sont là, on va dire, deux points qui à la fois tentent un tout petit peu de contrer la supériorité de l'industrie chinoise dans ce secteur clé, qui est celui notamment des véhicules électriques, mais également, on va dire, encore une fois, en ce qui concerne le forage pétrolier, on voit bien que Donald Trump met à exécution justement son retrait des accords de Paris, les accords de la COP 21. Alors, tout cela, comme le disait d'ailleurs Trump, on pouvait l'entendre dire avec son rire plutôt sarcastique, « Nous allons fourrer, nous allons fourrer, nous allons fourrer ». Trump l'a dit. Évidemment, il le dit, il assume. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il a été élu par plusieurs Américains, n'en déplaise à celles et ceux qui finalement, tantôt le qualifient de populiste, tantôt, voient en lui justement quelqu'un qui viendrait, on va dire, bousculer l'ordre mondial établi, si vous préférez, dont l'infrastructure date de la Seconde Guerre mondiale et dont la superstructure domine le monde, d'autant qu'elle se dresse et pointe le haut avec une superpuissance qu'est les États-Unis d'Amérique, justement, et puis un milieu dominé par l'Europe et les alliés des États-Unis d'Amérique que l'on peut trouver
notamment eh bien, dans ce que l'on appelle l'Occident collectif. Il faut ajouter, outre l'Union européenne, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et d'autres. Et puis, bien évidemment, le bas de cette infrastructure que l'on qualifie comment dire, de sud global, hein, un tout petit peu pour parler de ce qu'on a appelé jadis le tiers-monde, qui paradoxalement est cette région du monde-là qui comporte en son sein le plus grand nombre à la fois de matières premières, mais également de richesses pour alimenter eh bien, les deux pôles de la superstructure que sont évidemment le bloc, on va dire, de l'Occident collectif et la superpuissance américaine. Mais continuons toujours avec les décrets signés par Donald Trump. Il y a également les droits sociaux et politiques de genre. Alors évidemment, ce décret sur les droits sociaux et la politique de genre est un décret qui a été signé pour, selon Donald Trump, éliminer les programmes de diversité, ce que l'on appelle aussi le wokisme, les programmes d'équité et d'inclusion, le fameux DEI au niveau fédéral, et affirmant d'ailleurs que le gouvernement américain ne reconnaîtrait désormais, en tous les cas, sur tout le long de son mandat qui va durer, je vous le rappelle, 4 ans, eh bien, deux genres aux États-Unis d'Amérique, notamment masculin et féminin, ce qui tranche avec les lobbies LGBTQ+, qui essaiment un peu partout à travers le monde et qui, d'ailleurs, font pression pour que plusieurs États, notamment africains, on va aussi en parler, eh bien, reconnaissent les droits des personnes LGBT, les mariages entre hommes et hommes, les mariages entre femmes et femmes, les changements de sexe qui permettent à des hommes de devenir des femmes ou à des femmes de devenir des hommes, eh bien, la prise d'un certain nombre d'hormones qui permettent justement à des hommes de rester du point de vue de leur anatomie des hommes tout en présentant une apparence de femme avec les seins et tout le reste, ou encore à des femmes de rester femmes d'un point de vue strictement biologique tout en présentant une apparence d'homme à travers les hormones pour avoir la barbe, la moustache, les muscles et les autres. Donald Trump dit stop, plus jamais ça. Pour lui, eh bien, il n'y a que deux genres aux États-Unis d'Amérique. Il y a d'une part les hommes et de l'autre les femmes. Ce décret-là n'est pas fait pour faire plaisir eh bien, à tous les lobbies LGBT, encore moins à un certain nombre de pays puissants, jadis, que l'on peut trouver d'ailleurs au sein du vieux continent, l'Union européenne. Nous allons, dans la suite de cette chronique, parler de ce fameux ambassadeur de la cause LGBT que le gouvernement français, celui d'Emmanuel Macron notamment, avait envoyé au Cameroun et qui avait fait jaser les uns et les autres. Et puis évidemment, nous allons aussi tenter un tout petit peu d'ouvrir une lucarne pour évoquer, on va dire, la dénonciation de ce que les Ivoiriens ont qualifié de perversité et qui là aussi avait, on va dire, fait le chou gras d'un certain nombre de médias occidentaux. De tout cela, nous allons en parler dans la suite de cette chronique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez forcément rester des nôtres. Eh bien, le président américain, le nouveau président, le 47e du genre Donald Trump, a accordé des grâces présidentielles à environ 1500 personnes condamnées toutes pour leur participation
l'attaque du Capitole. Souvenez-vous, nous sommes là en 2021, c'était le 6 janvier 2021, Donald Trump était annoncé perdant de l'élection présidentielle face à Joe Biden. Ses partisans ne l'entendaient pas de cette oreille. D'ailleurs, Trump lui-même ne reconnaissait pas le résultat, d'autant que pour lui, eh bien, sa victoire lui avait été volée. Résultat des courses, plusieurs partisans, et non des moindres, les plus durs parmi les durs, soutiens de Donald Trump, eh bien, s'était rué vers le symbole, si ce n'est le temple de la démocratie américaine, notamment le Capitole. Et là aussi, ça avait fait mouche. Plusieurs d'entre eux, notamment 1500 personnes, avaient été arrêtées et condamnées. Et là, le 20 janvier dernier, lors de sa prise de fonction, de son investiture, Donald Trump a gracié ces 1500 personnes qu'il a qualifié d'ailleurs d'otages du gouvernement Biden. Il faut dire que Joe Biden lui-même n'a finalement aucune excuse en la matière, d'autant que quelques semaines, voire quelques mois seulement, alors qu'il était en fin de mandat, il s'est permis lui-même de gracier son fils Hunter Biden, qui d'ailleurs faisait face à la justice dans plusieurs dossiers. C'était assez inédit pour ne pas être souligné. Et puis en même temps, Joe Biden a gracié plusieurs personnalités qui, selon lui, eh bien, le devaient, d'autant qu'il fallait éviter, eh bien, une chasse à l'homme, hein, que je mets entre guillemets, qui aurait pu être menée par Donald Trump pour régler ses comptes avec plusieurs personnalités. Dès lors, peut-on dire que le fait que Donald Trump gracie ces 1500 personnes qui sont toutes des soutiens du trumpisme parmi les plus durs est une erreur, voire une faute politique? Si on le dit, alors que penser justement des mêmes grâces attribuées, faites par Joe Biden à un certain nombre de personnalités dont je l'ai dit tantôt, son fils Hunter Biden. Le débat reste ouvert. C'est à vous de nous dire évidemment ce que vous en pensez. Quant à nous, on continue avec ce décryptage concernant un certain nombre de décrets signés par Donald Trump lors de son investiture. Il faut dire qu'également, eh bien, l'homme a désigné les cartels de drogue comme organisation terroristes étrangères, intensifiant de fait la lutte contre le trafic de stupéfiants aux États-Unis d'Amérique et même peut-être au-delà. La technologie et l'intelligence artificielle étaient au menu justement du discours de Donald Trump avec une initiative qualifiée de majeure qui a été lancé pour promouvoir le leadership américain dans le domaine de l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel, eh bien, les États-Unis d'Amérique semblent connaître un sérieux retard face à un certain nombre de grandes puissances à travers le monde. Et d'ailleurs, l'annonce d'investissements privés pouvant atteindre, tenez-vous bien, quelques 500 milliards de dollars dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle semble être une véritable prise de conscience de Donald Trump qui, rappelons-le, est d'abord et avant tout un businessman. Eh bien, ces décrets-là illustrent la volonté du nouveau président américain de réorienter la politique américaine selon ses priorités à lui, suscitant des réactions tout aussi variées, tant au niveau national qu'international. Et d'ailleurs, parlant de ces réactions, nous allons faire le tour d'horizon de quelques-unes de ces réactions. À commencer
par la Russie et par l'Ukraine. Vous le savez, Donald Trump, pendant sa campagne pour justement devenir le 47e président des États-Unis d'Amérique, avait annoncé que s'il arrivait aux affaires, il lui faudrait seulement 24 heures pour mettre fin à la guerre occidentalo-otanienne face à la Russie. Eh bien, désormais, Donald Trump semble prendre conscience du problème épineux que constitue cette guerre en Ukraine. Il ne parle plus de 24 heures, mais désormais, il se donne 100 jours pour tenter de trouver une solution et pourquoi pas mettre fin à cette guerre en Ukraine. Eh bien, de son côté, Vladimir Poutine, évidemment, se dit disposé à Donald Trump, mais Trump, évidemment, a en filigrane, en toile de fond, on va dire, menacé la Russie. Je pense que c'est beaucoup plus subtil, il faut le comprendre comme ça. Eh bien, de sanctions, si ce n'est de droits de douane, eh bien, si toutefois la Russie n'acceptait pas ce qu'il appelle un deal pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et pourtant, le problème, et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a rappelé, c'est que, évidemment, il y a deux éléments qui, selon Poutine, eh bien, bloquent toute négociation, voire même toute initiative concrète de paix en Ukraine. Le premier élément, c'est d'abord que Zelensky, selon les autorités russes, n'est plus légitime pour parler au nom de l'Ukraine, d'autant que son mandat a expiré depuis déjà un certain temps. Et bien évidemment, il n'y a pas eu d'élection en Ukraine pour reconduire Volodymyr Zelensky, ou alors avoir un nouveau président à la tête de l'Ukraine. De fait, Vladimir Poutine, qui est tout à la fois président de la Fédération de Russie, mais également, vous le savez certainement, ancien officier de l'ex-KGB, le service secret russe, mais qui est aussi juriste, homme de droit, ce que beaucoup ne savent pas, eh bien, pense déjà, on va dire, à cette sorte de supercherie qui s'est faite lors de la signature des accords de Minsk qui finalement n'ont pas permis justement de trouver une solution viable et durable dans cette guerre en Ukraine. D'ailleurs, les aveux à la fois de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel et de l'ex-président de la République française, François Hollande, sont assez troublantes, d'autant que les uns et les autres parlaient justement eh bien, de ce que ces accords de Minsk-là eh bien, avaient été signés simplement pour permettre à l'Ukraine de s'armer et de se préparer dans sa guerre contre la Russie, mais jamais eh bien, pour ramener une paix juste et durable dans les territoires largement russophones du Donbass. Ça veut tout dire. Et donc, désormais, Vladimir Poutine veut avoir toutes les garanties. D'abord, discuter avec un président légitime en Ukraine qui ne serait pas Volodymyr Zelensky, d'autant que, comme je l'ai dit, son mandat est expiré, autant pour moi. Et puis, le deuxième problème, toujours selon Vladimir Poutine, c'est que justement les autorités ukrainiennes, Volodymyr Zelensky en tête, souvenez-vous, avaient fait signer un décret par l'Assemblée nationale ukrainienne pour eh bien, interdire toute forme de discussion avec les autorités russes sur une probable, voire l'éventualité d'une paix en Ukraine même. Et donc pour Vladimir Poutine, dans ces conditions, s'il y a un décret qui interdit toute forme de négociation entre l'Ukraine et la Russie,
sur quelle base juridique viable, eh bien, des discussions peuvent-elles avoir lieu pour espérer qu'elles soient justes et durables dans le temps et dans l'espace. En tous les cas, cette actualité-là va certainement nous accompagner tout le long de cette année 2025. On scrutera cela à la loupe pour voir ce qu'il en sera. Et puis, beaucoup avaient misé sur le fait que Donald Trump viendrait justement eh bien, pour casser du sucre sur le dos des autorités chinoises. Il n'en est absolument rien. Désormais, Trump semble être dans une démarche plus de deal gagnant-gagnant que dans celle d'un véritable bras de fer d'une guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, voire d'une guerre militaire pour justement, eh bien, comment dire, Taïwan, qui, comme on le sait, est revendiqué par la Chine comme étant son arrière-cour, tandis que l'île elle-même est fortement protégée par les États-Unis d'Amérique. Alors, nous allons parler maintenant de l'Union européenne. Donald Trump a fait toutes ces annonces quasi fracassantes. Et là, on a vu une Union européenne plutôt divisée. D'ailleurs, lors de l'investiture de Donald Trump, ça a été à la fois frappant et même révélateur de ce que l'Union européenne finalement ne parle pas d'une seule et même voix. Les personnalités de premier plan qui ont participé à cette cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique étaient la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, très proche d'ailleurs d'Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter, mais aussi le Hongrois Viktor Orban, dont on sait eh bien, qu'il est à couteau tiré avec Bruxelles, notamment sur la question eh bien, de la guerre en Ukraine. Alors, évidemment, il y a eu bien d'autres invités. On va vous épargner tout le chapelet de celles et ceux qui ont fait le déplacement, mais qui d'ailleurs se sont fondus dans la masse des illustres invités, millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, chefs d'entreprise, tandis que les autres ont été plutôt eh bien, des invités, si j'ose dire, de seconde zone. Ils n'ont pas forcément la même hargne lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine que lorsqu'ils se retrouvent aux États-Unis d'Amérique, surtout à l'investiture eh bien, d'un personnage comme Donald Trump. Alors, qu'en est-il exactement sur la question des droits eh bien, des personnes se reconnaissant au sein des mouvements LGBTQ+. On en parle, hein? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Donald Trump a signé à grande pompe un décret et qui reconnaît désormais aux États-Unis d'Amérique deux genres, l'homme et la femme. On a vu d'ailleurs que lors de toute cette cérémonie, en marge de son investiture, le vice-président de Donald Trump est venu avec son épouse et ses trois enfants, tout comme Trump lui-même, on le sait, avec son clan Trump au grand complet, son épouse Melania Trump et ses enfants, bien évidemment, eux aussi avec leurs épouses et leurs époux. C'est cela pour Donald Trump, eh bien, le modèle de la famille tel qu'il le comprend, tel qu'il l'entend. Alors, on sait bien que pour ce qui concerne eh bien, les droits des personnes LGBT, voire même tous ces lobbies-là qui parfois font pression sur un certain nombre de gouvernements pour que des pays, c'est le cas notamment d'un certain nombre de pays africains, eh bien,
adhèrent à ce mouvement, voire même changent leur constitution pour reconnaître le droit des personnes LGBT, des homosexuels, on peut parler de façon plus prosaïque. Et on a vu qu'en Afrique, un certain nombre de pays avaient écopé de sanctions lourdes parce que justement, on avait estimé que les gouvernements n'avaient pas fait ce qu'il fallait pour reconnaître la légalité de l'homosexualité. Et que dire justement de la France elle-même? Souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'actualité régulièrement, eh bien la France d'Emmanuel Macron s'est même permise d'envoyer un ambassadeur, dit-on, un ambassadeur pour les droits des personnes LGBT en la personne de Monsieur Berton. Je ne le connaissais pas jusqu'en 2021. Et du coup, j'ai découvert à cette date-là qu'il existait un ambassadeur des droits des personnes LGBT en France. Ce monsieur Berton avait été envoyé par l'État français au Cameroun pour, dit-on, examiner la situation des personnes LGBT plus au Cameroun. Son nom en entier, c'est Jean-Marc Berton. Il a d'ailleurs, à cette époque-là, sollicité une audience auprès du ministre Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun. Exactement, ce fut le jeudi 29 juin 2023. Et que dire de tous ces médias mainstream qui, finalement, comme à leur habitude, entre manipulation et intoxication, racontaient tout et n'importe quoi, lorsqu'en Côte d'Ivoire même, il y a eu une série de manifestations contre justement l'homosexualité qui prend de l'ampleur dans ce pays-là, où plusieurs personnes s'insurgeaient contre l'enrôlement de leurs jeunes enfants, parfois très mineurs, au sein des cercles entre guillemets. Alors, je le mets entre guillemets parce qu'évidemment, on a du mal, j'ai envie de dire même que finalement, on refuse sciemment de comprendre que dans cette démarche de vouloir systématiquement imposer et faire reconnaître le droit des personnes LGBT en Afrique, tout cela aussi va avec un certain nombre de travers, notamment la pédophilie, la prostitution, les personnes non consentantes mais qui s'engagent sur cette voie du fait de la pauvreté, de la misère, voire même, de ce que certaines personnes, se disant influenceuses, captent l'attention de ces jeunes personnes-là et qui finalement croient naïvement que le fait de se faire entretenir en tant que jeune homme par un homme, voire un réseau d'hommes, peut permettre de sortir de la pauvreté, voire même se faire entretenir par une dame, si ce n'est un réseau de dames adultes, peut permettre aussi d'avoir ce que l'on n'a pas, du fait de sa situation économique et sociale. Bref, voilà, on a entendu tout et son contraire sur les médias mainstream, comme quoi il y aurait une chasse aux personnes LGBT en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Bref, ce sujet est quasi récurrent lorsqu'il s'agit pour les États africains de prendre, d'adopter une position en toute légitimité sur ces questions régaliennes qui touchent tout de même à la fois la culture, mais également la société africaine. Là, tout de suite, les dictats venant d'ailleurs veulent systématiquement imposer à ces États-là un mode de vie dans lequel, visiblement,
ils ne se reconnaissent pas de façon fort majoritaire. Alors, qu'en est-il encore une fois de l'Union européenne? Alors qu'on a vu ça et là, à la fois la Commission, la présidente de la Commission de l'Union européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, ne pas aller frontalement face à un Donald Trump plus combatif que jamais du fait justement de sa forte légitimité qu'il revendique et qu'il assume. Ursula von der Leyen veut plutôt discuter, négocier, y aller tout doucement, non pas frontalement, et puis finalement, pourquoi pas, trouver des solutions entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, aussi bien sur la question des droits de douane, mais également sur les questions des importations à la fois de gaz et d'hydrocarbures, et puis sur la question du financement de l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN. Eh bien, voilà. Et puis, évidemment, il y a eu dans la foulée cette rencontre entre Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron à Paris même. Là aussi, les uns et les autres sont y allés piano, piano, hein, pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur, on le sait bien, car celui qui appuie très fort et finalement la gâchette facile se nomme Donald J. Trump. Alors, ils ont bien compris que s'ils appuient trop fort, eh bien, ça risque de faire très mal, car comme qui dirait, avec Donald Trump, qui s'y frotte, s'y pique. On peut bien comprendre, hein? Sinon, finalement, se poser la question de savoir pourquoi, au final, les autorités de l'Union européenne et même de la France, en ce qui concerne l'Afrique, sont plutôt aussi timides. Pourquoi il n'y a pas ce haut-là lorsque Donald Trump renverse la table avec justement tout le concept sociologique de des LGBTQ+, on imagine que si Trump avait été un chef d'État africain, voire asiatique ou autre, et qu'il avait osé prendre une telle décision, c'est-à-dire remettre en cause, eh bien, le genre, c'est-à-dire que qu'il y aurait des personnes attirées, des hommes attirés par des hommes suffisant à opérer pour devenir des femmes et vice-versa. Bref, s'il avait remis cela en cause en tant que chef d'État africain, on aurait bien pu comprendre tout de suite le holà que cela allait créer. Et ça nous renvoie justement à notre précédente rencontre. Allez voir cette vidéo, elle date justement de la semaine dernière, où j'évoquais la problématique de l'ingérence étrangère en Afrique, mais pas que. Cette ingérence étrangère-là, qui est à la fois politique, culturelle, militaire, économique, et qui cause énormément de dégâts dans plusieurs pays, ce qui dénote même justement de la réalité depuis 1945 des mondes unipolaires qui est en train de mourir justement sur l'Ukraine qui risque de devenir eh bien, la nouvelle infrastructure sur laquelle sera construite la superstructure des mondes multipolaires. Voilà, Donald Trump est arrivé, il a 4 ans pour nous dire ce que le monde sera entre la guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, les bouleversements économiques, politiques et géostratégiques à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qu'il en sera d'ici la fin du mandat de Donald Trump? Allons-nous disparaître avec quelques missiles hypersoniques sur les têtes? Ou allons-nous survivre en espérant avoir des chefs d'État qui sont plus des faiseurs de paix, des personnalités avec une maturité politique, culturelle et historique que des va-t-en-guerre? On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, on vous salue. N'oubliez pas, cliquez sur le pouce en l'air, partagez si l'envie vous vient.
mais surtout, abonnez-vous pour agrandir la communauté. Never give up.